Tel qu'indiqué dans mon titre, je vais aborder avec vous le sujet de la poésie numérique. La poésie numérique peut prendre différentes formes. On peut parler de cyberpoésie, c'est-à-dire d'une poésie où le lecteur doit sélectionner différents liens hypertextuels pour lire un texte. On peut aussi parler de technopoésie. Je précise par contre que l'expression technopoésie ne concerne pas seulement la poésie sur le web, mais peut également être l'enregistrement vocal ou vidéo de performances poétiques ou tout autre arrangement technopoétique comme une œuvre d'installation par exemple. Or, la littérature numérique qui m'intéresse particulièrement est la poésie sur les blogs, les pages Facebook ou sur Twitter. Dans son article « La littérature au temps du 2.0 », Emmanuel Derap, un des auteurs pour la page Punch Up Poésie, explique que l'apparition des blogs dans le champ littéraire a profondément modifié les rapports qu'entretiennent les différents acteurs entre eux, tout comme face à la littérature elle-même. C'est l'évolution de ces rapports entre auteurs, lecteurs, blogueurs, éditeurs et critiques qui attire mon intérêt et qui m'a mené à me questionner sur les problématiques de la poésie numérique, autant sur les plans de la création que de l'édition, la publication et la réception. Si je m'intéresse spécifiquement au genre poétique, c'est bien parce qu'il y a quelque chose de particulier qui s'y passe, mais j'y reviendrai plus tard. En faisant des recherches sur la poésie numérique, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un phénomène dont l'histoire passait par les disquettes des années 80. En effet, comme l'explique le poète Jacques Donguy dans un article consacré à la poésie numérique en France, la littérature technologique trouve ses racines entre autres dans l'invention des revues animées sur disquettes. Après les publications sur disquettes sont arrivées les revues sur CD-ROM, ainsi que les installations poétiques, c'est-à-dire des sculptures utilisant la technologie audio ou vidéo pour diffuser des mots et des poèmes. On a alors commencé à faire de la poésie sonore, vidéographique, photographique, etc. Le poète Silvio De Gracia, dans son article « La technopoésie dans les environnements numériques », parle même de fax-poésie ou d'infopoésie. Le professeur René Audet et le doctorant en études littéraires à l'UQAM Simon Brousseau utilisent l'expression imaginaire de la base de données pour illustrer le phénomène de la littérature numérique. Il est intéressant de rappeler que les supports technologiques sont dotés d'une fonction d'archivage qui permet de conserver une quantité importante de textes. Le blog Les Épuisés incarne cette idée en publiant de nombreux recueils de poésie assez cultes, qui sont désormais épuisés et difficiles à trouver dans les librairies d'occasion. On y trouve surtout de nombreuses publications de José Yvon et de Denis Vanier, mais il y a également quelques autres ouvrages, notamment le recueil Que du Stage Blood de Yolande Villemer. Les applications poétiques se sont également fait connaître sur les tablettes tactiles et les téléphones intelligents. Dans l'article Panorama des applications de poésie numérique pour écran tactile, la postdoctorante en études littéraires à l'UQAM, Emmanuelle Pellard, relève 3 types d'applications poétiques. Il y a d'abord les applications qui portent sur les formes poétiques fixes, le sonnet, le haïku, à visée éducative, créative ou performative. Ensuite, les applications qui proposent une poésie graphique, un jeu sur la lettre avec une recherche esthétique et s'avérant souvent de nature performative aussi. Et enfin, les applications qui font du poème un jeu vidéo avec une perspective ludique primordiale. Les applications de poésie invitent les utilisateurs lecteurs à interagir de manière sensorielle avec la poésie. Comme le dit Jacques Donguy, ces technologies permettent un élargissement du langage à tous les sens, montrant que ces poésies dites expérimentales ne sont pas des impasses, mais tout simplement la poésie d'aujourd'hui, réalisant le rêve de synesthésie de Baudelaire dans Correspondance. L'arrivée des applications numériques littéraires s'est accompagnée de l'arrivée des blogs de poésie et des pages de poésie sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Ces pages ont été développées pour diffuser une forme ou un autre de texte poétique. Sur le plan de la réception, les blogs sont plus fréquentés que sont utilisées les applications, puisque les blogs circulent très rapidement sur les réseaux sociaux et peuvent alors se retrouver dans les fils d'actualité d'un nombre important d'internautes, tandis que les applications doivent être téléchargées et elles sont souvent payantes. Bien que la littérature numérique ne soit pas une nouveauté, la nouvelle popularisation des pages de poésie mérite notre attention. Comme le blogueur Emmanuel Derap nous dit, les blogs sont devenus l'alternative par excellence aux médias plus traditionnels, autant pour les auteurs établis que pour les amateurs. Le mot « alternative » soulève une question intéressante. Est-ce que la plateforme numérique est devenue un raccourci vers la publication de textes? Si l'on admet que le processus de publication dans une revue ou dans une maison d'édition publiant en format papier est plus long que celui d'une publication numérique, on peut effectivement confirmer que le numérique achemine les textes plus rapidement aux lecteurs. Les critères de sélection pour la publication de poèmes en ligne sont souvent moins rigides ou complètement inexistants. Tout le processus de la production du livre est également éliminé. J'ai d'ailleurs questionné Poemsal, dont je vais parler un peu plus tard, c'est un des grands blogs de poésie numérique. Je leur ai demandé quel processus éditorial ils utilisaient pour publier les auteurs et voici ce qu'ils m'ont répondu.
Nous faisons une sélection des textes, parfois nous écrivons à l'auteur pour lui faire quelques suggestions. Plus souvent qu'autrement, nous publions sans retouche. Poème Sale est un banc d'essai, nous ne sommes pas des éditeurs de livres. En ce sens, on peut dire que la publication numérique est plutôt simple. Il s'agit de créer un blog à partir d'une plateforme déjà existante comme WordPress ou de simplement créer une page Facebook sur laquelle les textes seront publiés. Les plus doués développeront leur propre page web. Un auteur peut soit publier ses textes lui-même sur une page qu'il aura créée, ou bien il peut envoyer ses textes à l'un des nombreux blogs qui publient différents poètes. Après la publication des textes, on invite les lecteurs à aimer et partager les poèmes sur les réseaux sociaux. Les poèmes se retrouvent donc dans les fils d'actualité, dans le Telex. Pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi, c'est le petit fil d'actualité qu'il y a sur Facebook en haut à droite sur un ordinateur. Dans la twittosphère, et les poèmes seront même parfois hashtagués sur Instagram. Les textes sont alors continuellement télépartagés et c'est de cette façon que de nombreux auteurs réussissent à former un lectorat en ligne. Comme le poète Silvio de Graccia l'explique si bien en s'appuyant sur la pensée du philosophe Michel de Certeau, le cyberespace peut être conçu comme un espace social pratiqué, c'est-à-dire un espace capable d'exister lorsqu'il est socialement significatif au sein de toute activité sociale des usagers du réseau d'ordinateurs. Donc, la cyberpoésie dans chacune de ses formes d'expression et dans toute activité sur Internet suppose un complémentarisme entre l'émetteur et le récepteur, une collaboration, une interactivité et surtout un désir de retrouver l'autre. Autrement dit, la poésie numérique crée une communauté de poètes-lecteurs de numérique. J'ai évoqué plutôt le phénomène particulier de la poésie numérique. La popularité des blogs de poésie rend plus populaire un des genres littéraires les moins consommés par les lecteurs moyens. Dans l'ouvrage Stéréotypes et lecture, essai sur la réception littéraire, le professeur Jean-Louis Dufay explique que l'acte de lecture est plus difficile pour la poésie puisque, je cite, « la signification qui est conférée aux phrases du texte reste fondamentalement incertaine et provisoire tant qu'on l'envisage indépendamment du contexte global dans lequel les phrases prennent place. Dans la plupart des cas, l'incertitude est de courte durée et il peut arriver que le lecteur soit amené à décoder chaque phrase une à une sans pouvoir donner de signification à l'ensemble. » Fin de citation. La lecture de poésie est alors jugée plus complexe et cela mène un bon nombre de lecteurs à se retourner plutôt vers les romans ou la nouvelle. C'est pour cette raison d'ailleurs que les recueils de poésie se retrouvent rarement dans les présentoirs vedettes des librairies, sauf quelques rares indépendantes, et que la section de poésie demeure l'une des plus petites dans la majorité des librairies. Pour trouver de la poésie, il est souvent préférable de se tourner vers les librairies indépendantes spécifiques, mais cela peut être problématique pour un lecteur qui n'est familier qu'avec les grandes chaînes comme Archambault, Renoubré ou Chapters. La poésie numérique sur les blogs ou pages Facebook remédie alors à ce problème. En s'immisçant dans les fils d'actualité à l'aide de partages et de j'aime, la poésie devient alors accessible rapidement et gratuitement. La forme du texte poétique contribue également à lui assurer une place dans l'espace de la poésie numérique. En parlant de la twittérature dans son article Twittérature et genre, l'enseignante Annie Côté explique que la poésie est le genre le plus courant puisque le nombre de caractères d'un poème est idéal pour un tweet. La brièveté des textes poétiques, si on exclut les poèmes dits fleuves, est effectivement un format qui permet une rédaction plus rapide et une lecture plus rapide et alors un partage plus rapide. Comme l'explique Emmanuel Dorabe dans son article, la démocratisation du web, l'évolution constante et rapide des idées ainsi que le désir de l'instantanéité ont permis ce changement radical de la littérature. Je vais vous présenter quelques blogs afin de vous montrer la diversité des types de poésie numérique. Il y a d'abord les blogs d'auteurs ayant déjà publié en format papier. Par exemple, le poète Tony Tremblay, qui a publié aux éditions L'Hexagone, poète de brousse ainsi qu'aux Écrits des Forges, entretient le blog Dieu Diesel où il publie quelques poèmes éparses. En revanche, Daphné Cheyenne, la poète derrière le blog La Petite Indienne, a d'abord publié ses textes en ligne avant de voir publier en format papier son petit zine Sniff Poème de Single Ladies. Un des blogs les plus connus, comme je l'ai dit, est Poème Sale. Ce site publie à la fois des critiques littéraires, des essais et des textes de création. Ils ont notamment publié les textes de Marie Darcigny, Daphné Cheyenne, Benoît Juras et Chloé Savoie-Bernard, une poète qui vient d'ailleurs de faire paraître son premier recueil, Royaume Scotch Tape, aux éditions de l'Hexagone. Les membres de Poème Sale sont très actifs sur les réseaux sociaux. Ils y partagent les textes du blog ainsi que de nombreux événements culturels et des nouvelles littéraires. Ils y publient également quelques mimes inspirés de la culture littéraire ainsi que des poèmes en code informatique. Les deux auteurs derrière le blog, Fabrice Masson-Boulet et Charles Dion, expliquent leur projet avec l'humour et le ton noir provocateur qui le caractérise pour emprunter les mots de la professeure Agnès Guillet dans son article « La grande nuit virtuelle de la poésie ». Leur mandat qui est explicité sur le site web insiste sur l'urgence d'un renouveau dans le langage poétique. Leur mandat est le suivant, et on peut le lire sur leur site web.
La chair est plate, hélas, et nous avons lu tous les blogs du Nightlife de Montréal. La poésie est dans un état herméneutique notable, elle est morte complètement, elle s'est même cachée pour mourir. Sa résurrection ne nous intéresse pas, nous intéresse une poésie sale, sanglante et en lambeaux. Nous nous emploierons à en disperser les restes. Nous avons vu le jour pour que se poursuive le processus d'autonomisation amorcé par les plateformes numériques pour qu'éclatent les formes et que s'émancipent les mots pour être l'ailleurs d'une page trop rigide. Nous mettons à la disposition de tout un chacun un lieu propice à l'expérimentation, aux échanges, au choc. Pas de forme, pas de limite. Poemsal est également l'auteur de la Grande Nuit virtuelle de la poésie qui a été diffusée sur le web du 13 au 14 mars 2015. Durant cette nuit, le blog a diffusé plus d'une cinquantaine de performances poétiques produites par de jeunes poètes. Ce genre de projet soutient ce que le poète Silvio de Grassa explique en citant le poète expérimental Ernesto Manuel de Melo et Castro dans son article La technopoésie dans les environnements numériques. Je cite: l'expérimentation des environnements numériques semble être la tentative la plus efficace et la plus appropriée pour adapter la poésie à notre époque, parce qu'il n'y a pas d'autre poésie innovatrice, valable et adéquate aux caractéristiques émotionnelles, sociologiques, même historiques de ce début du 21e siècle. Fin de citation. Ce qui est particulièrement intéressant avec la Grande Nuit virtuelle de la poésie, c'est qu'il s'agit d'un événement littéraire qui s'est déroulé partout, en tout temps, en même temps. C'est-à-dire que les internautes pouvaient visionner les performances sur leur ordinateur, leur cellulaire, leur tablette, seuls ou avec des amis, et ce, n'importe où. De plus, même si les spectateurs étaient seuls, ils pouvaient interagir avec les autres internautes qui participaient au visionnement de cette mise en scène particulière de la poésie. Bien que Poemsal soit sans conteste l'un des fleurons des blogs de la poésie québécoise contemporaine, d'autres blogs et pages Facebook participent à la culture poético-numérique. Par exemple, il y a la page Facebook Punch Up Poésie qui publie régulièrement des poèmes réalistes courts au langage cru. Voici un exemple de vers publié sur cette page. L'enfance décrissée, dans la déchiqueteuse, l'aide sociale sauve la dignité des caméras juvéniles. At least les viols se taisent dans le confessionnal. Un autre exemple de page Facebook qui publie de la poésie est la page Cache-Cou qui publie des poèmes s'inscrivant dans le mouvement québécois de grève du printemps 2015. On y trouve plusieurs textes inspirés de pensées militantes ou de manifestations. On peut lire par exemple les vers suivants. Printemps de fleurs sales, la boîte en masque à gaz qui rentre par les craques, UQAM, vieille croûte qui bouche l'égout, il pleut en crise, ça va nager bientôt. Poésie d'espionnage est une autre page Facebook qui attire l'attention des lecteurs du numérique. Les poètes espions derrière ce projet publient des fragments de conversation sous forme de poèmes. Il s'agit de fragments qu'ils ont entendus eux-mêmes ou qui leur ont été soumis par des fans. On trouve par exemple des bribes comme « Je suis pas autiste, je peux pas demander des paquets de cigarettes à n'importe qui dans la rue », signé un gars avenue de Verdun vers 16h. Ces derniers ont d'ailleurs récemment fait paraître un zine en format papier. Comme avant-dernier exemple, je cite la page Facebook Dérapage poétique qui reprend les paroles des gens médiatisés, vedettes ou politiciens, pour les présenter en vers. Le projet est similaire à celui de Poésie d'espionnage, même si Dérapage poétique publie exclusivement dans le but d'ironiser certains propos. Or, les deux projets incarnent bien les fameuses paroles de Prévert, la poésie est partout. Le blog This is Valued on Porn est également une page qui mérite le détour. Cette page publie des textes et photos sur le désir et l'intimité, dont de nombreux poèmes. Maintenant que je vous ai présenté un éventail de ce qui existait comme poésie numérique, nous pouvons nous concentrer sur les incidences d'un tel type de littérature sur le monde de l'édition et de l'institution littéraire. Le blogueur poète Charles Dion de Poemsal a publié un article très intéressant qui se penche sur la légitimité des maisons d'édition numérique. Dans son texte titré « Dématérialisation de l'objet livre » publié dans la revue Spirale, il affirme d'emblée que le passage au numérique permet peut-être, surtout, de rendre accessible et disponible à jamais tous les ouvrages publiés. L'enjeu premier du numérique se retrouve sans doute là, dans une plus grande démocratisation de l'accès au savoir. Bien que Charles Dion parle des maisons d'édition numérique, donc des publications payantes, la majorité de ses idées s'appliquent pour les blogs de poésie accessibles gratuitement. Après avoir référé à l'argument écologique qui défend que la publication numérique sauve les forêts, il explique qu'un des aspects importants des publications numériques, c'est qu'elles peuvent être achetées à la maison et consommées au même moment, ce qui rappelle le besoin d'instantanéité dont nous parlions plus tôt. Le blogueur poète explique également que la publication numérique élimine la notion de tirage. Cela est un aspect de la poésie numérique qui est critiqué par certains lecteurs qui apprécient la rareté d'une œuvre poétique et qui collectionnent les recueils à tirage limité. Je ne pourrais terminer cette présentation sans soulever la question de la qualité des ouvrages publiés numériquement. L'article de Charles Dion répond très bien à cette question en admettant qu'effectivement, je le cite, « Un auteur qui confie sa première œuvre à une maison d'édition exclusivement numérique telle que Publi.net ou Numérique Livre n'a pas le même statut que celui dont le premier roman sera publié chez Gallimard, par exemple. » Fin de la citation.
Or, la publication numérique a permis à plusieurs auteurs de se faire connaître par des maisons d'édition traditionnelles, comme Chloé Savoie-Bernard, qui vient justement de publier à l'Hexagone, et qui avait préalablement publié sur Poemsa. Le poète-blogueur termine son article en insistant que la question de la qualité littéraire des publications d'une maison d'édition ne peut être que le reflet de la conception qu'en ont l'éditeur et les membres du comité de lecture. Connaître les gens qui œuvrent dans une maison d'édition, c'est déjà avoir un aperçu de la pertinence du travail qui y est fait. Lire un ouvrage qui provient de Publi.net, par exemple, c'est lire le travail d'un éditeur numérique qui a auparavant été le directeur d'une collection au Seuil et qui est aussi un auteur consacré. Ainsi, l'argument d'autorité justifie la consécration de certaines maisons d'édition numérique. Or, cet argument est moins approprié pour les blogs poétiques puisqu'on y trouve plusieurs poètes émergents populaires malgré leur marginalité. Finalement, je réitère que mes recherches m'ont fait comprendre que la poésie numérique est un phénomène beaucoup plus grand que je le pensais. De la disquette au CD-ROM, des installations au fax poétique, le chemin qu'a parcouru le poème de la page blanche à la page web est un parcours évolutif. Comme le dit Annie Côté, le choix de la surface d'écriture participe à l'art de créer. La poésie étant une écriture qui travaille énormément le fond et la forme, est alors une littérature tout à fait appropriée pour le numérique. En somme, comme le précise Silvio De Gracia, les négociations intersystèmes poétiques, artistiques et technologiques ont donné lieu à la production d'un langage technopoétique. En plus de rendre accessibles les textes poétiques, les blogs et les pages Facebook ont offert un accès rapide et gratuit à la poésie, en plus de permettre à des auteurs de publier des poèmes sans nécessairement avoir à préparer un manuscrit ou une série poétique dans le cas d'une revue papier. La publication numérique a également permis de faire la lumière sur un genre littéraire moins populaire, voire carrément de le populariser. Je pense notamment aux cartes d'auteurs conçues par Mathieu Arsenault du blog Doctorac et inspirées du modèle de cartes de baseball. Ces cartes de collection sont un objet de vedettarisation des différents poètes québécois comme Roger Desroches ou Patrick Brisebois. Comme le poète Silvio De Gracia l'explique si bien, la forme particulière de la poésie numérique qui existe et circule seulement dans le contexte virtuel de l'Internet et du cyberespace provoque une rupture profonde avec, attention, l'unidimensionnalité de l'expression poétique verbale et marque le passage à une phase d'inépuisables expériences dans la spatialité hyperdimensionnelle des environnements numériques. Amen. Enfin, il est important de conclure en précisant qu'il est impertinent de comparer les publications numériques des publications en format papier puisque les deux types de littérature se consomment différemment et sont issus d'univers artistiques distinctifs. Amen.